Pour bien connaître les hommes, c'est dans leur vie privée, dans leurs actions les plus simples et les plus naturelles qu'il faut les prendre. C'est là qu'ils n'ont d'autre titre pour être tirés de la foule que leur vertu, leur talent et leur esprit. C'est là, c'est dans leur âme que résident les droits légitimes et personnels qu'ils ont à notre estime. Tout le reste n'est point eux. Et dans ce sens, il n'est point de légers détails qui ne soient intéressants et qui ne caractérisent une partie essentielle de ce qu'ils sont. C'est ce qu'a reconnu La Fontaine en nous donnant la vie d'Ésope. Je ne saurais mieux faire, en écrivant la sienne, que de suivre son exemple. En effet, soustraire les petites circonstances de la vie d'un homme illustre, c'est à mon avis dérober un plaisir véritable au lecteur curieux et les priver des moyens les plus sûrs de bien démêler ce qu'il vaut. C'est pourquoi j'ai tâché, en rejetant toute puérilité, toutes anecdotes vulgaires, de recueillir la plupart des choses que j'ai trouvées éparses en différentes sources, et qui m'ont paru les plus propres à peindre l'esprit et le caractère de ce grand homme, dont la vie se rencontre partout, sans être nulle part. Jean de La Fontaine naquit le 8 juillet 1621 à Château-Thierry, ville de la Brie, située sur la Marne. Son père, issu d'une ancienne famille bourgeoise, y exerçait la charge de maître particulier des eaux et forêts, et sa mère, Françoise Pidoux, était fille du bailli de Coulommiers, petite ville à 13 lieues de Paris. Son éducation ne fut ni brillante, ni secondée des soins et de l'habileté qui font naître les talents. Mais la nature préserva la force des siens de l'affaiblissement et peut-être de l'extinction où ils auraient pu tomber, par l'incapacité des maîtres de campagne qui ne lui apprirent qu'un peu de latin. C'est tout ce qu'il dut aux premières instructions de sa jeunesse. À l'âge de 19 ans, il voulut entrer dans l'oratoire. L'on ne sait pas trop par quelle inspiration. Mais il n'avait point consulté son caractère qui commençait à se décider et qui l'éloignait de tout assujettissement. Les règles et les exercices en usage dans cette congrégation lui devinrent bientôt un pesant fardeau. Son humeur indépendante ne put s'y plier. Il en sortit 18 mois après. Rentré dans le monde, sans choix d'occupation et sans aucune vue particulière, ses parents songèrent à le produire. Son père le revêtit de sa charge. On le maria avec Marie Héricard, fille d'un lieutenant au bailliage royal de la Ferté-Milon, qui joignait à la beauté beaucoup d'esprit. Il n'eut pour ainsi dire point de part à ces deux engagements. On les exigea de lui, et il s'y soumit plutôt par indolence que par goût. Aussi n'exerça-t-il sa charge pendant plus de 20 ans qu'avec indifférence, et quant à sa femme, qui était d'une humeur impérieuse et fâcheuse, il s'en écarta le plus qu'il put, quoiqu'il fît cas d'ailleurs de son esprit et qu'il la consultât sur tous les ouvrages qui lui donnèrent quelque réputation. C'est elle qu'il a voulu dépeindre dans sa nouvelle de Belphégor sous le nom de Madame Honesta. Souvent les talents se développent par les inspirations que l'on reçoit dans la jeunesse. Le père de La Fontaine aimait passionnément les vers, quoiqu'il fût d'ailleurs incapable d'en juger, et plus encore d'en faire. Cette inclination lui était chère. Il voulait la voir renaître dans son fils, qu'il ne cessait d'exciter à l'étude de la poésie. Mais ces instances redoublées n'avaient encore rien eu de séduisant pour le jeune La Fontaine. Insensible aux attraits qu'on lui vantait, il avait atteint sa 22e année, sans donner le moindre signe d'un penchant qui devait bientôt le captiver entièrement. Une rencontre imprévue vint tout à coup le décider et fit germer dans son âme l'amour de la poésie que toutes les leçons et le goût particulier de son père n'avaient pu faire éclore. Un officier, alors en garnison à Château-Thierry, lut un jour devant lui une ode de Malherbe. Cette ode, lue et déclamée avec emphase, transporta La Fontaine et fit en même temps développer en lui le goût et l'enthousiasme des verbes. Malherbe, dès cet instant, fut l'unique objet de ses délices. Il le lisait, il l'étudiait sans cesse, et non content de l'apprendre par cœur, il allait jusque dans les bois en déclamer les vers. Il fit plus, il voulut l'imiter, et comme il nous l'apprend lui-même dans une épître à M. Huet, les premiers accents de sa lyre furent montés sur le ton et sur l'harmonie des vers de ce poète. C'est ainsi que débuta La Fontaine, et c'est ici, à proprement parler, la naissance du talent supérieur qu'on ne peut se lasser d'admirer dans ses ouvrages et qui les fera passer à la postérité la plus reculée. Heureusement, comme il le dit, le charme cessa. Il ne s'en tint un point à Malherbe. Glorieux de ses premières productions, il voulut en avoir des témoins pour en jouir davantage. Son père fut le premier qui les vit, et le bonhomme en pleura de joie.
Flatté de ce premier succès, il fut chercher encore l'approbation d'un de ses parents nommé Pintrel, procureur du roi au présidial de Château-Thierry, homme de bon sens, qui n'était point sans goût et qui cultivait même les lettres. Mais celui-ci, examinant les choses de plus près, loua d'abord ses essais, l'interrogea sur les routes qu'il suivait, joignit les conseils aux louanges, et voulut, en lui inspirant des principes plus solides, le guider dans sa carrière où il allait se livrer. Il lui mit entre les mains Horace, Virgile, Terence, Quintilien, comme les vraies sources du bon goût et de l'art d'écrire. La Fontaine suivit ses avis avec d'autant plus de docilité qu'il ne tarda pas à sentir ces beaux traits d'une élégance simple et noble dont Malherbe s'éloignait, autant par une ardeur inconsidérée de génie que par une étude trop recherchée d'harmonie, d'expressions ampoulées et d'ornements superflus. À ses livres, il joignit la lecture de Rabelais, de Marot et de Lastrée de D'Urfé, seuls auteurs français qu'il affectionna. Ils étaient en effet, chacun dans leur espèce, très propres à nourrir et à fortifier la trempe d'esprit de La Fontaine, ainsi que le genre de composition auquel son goût et son penchant le déterminaient plus particulièrement. Rabelais lui inspirait l'engouement ingénieux qui devait animer ses compositions. Marot, qui lui servit de modèle, en préparait le style. Et Lastrée de D'Urfé broyait, pour ainsi dire, dans son imagination, les couleurs riantes et variées de ces images champêtres qu'il a si bien rendues et qui lui sont si familières. Quant aux autres auteurs français, il en lisait peu, se divertissant mieux, disait-il, avec les Italiens. Aussi lut-il et relut-il l'Arioste et Boccaccio, qu'il aima particulièrement et qu'il sut si bien s'approprier qu'en les imitant il a surpassé ses modèles. Enfin, il fit ses délices de Platon et de Plutarque. L'assortiment de ces deux auteurs à ceux qu'avait choisis La Fontaine et qui nous indique le caractère singulier de son génie paraît d'abord avoir quelque chose de bizarre. Mais l'on doit en être d'autant moins surpris qu'un homme d'un esprit original sait tout mettre à profit et que du sein de la gravité même sortent souvent ce sel et ces pensées vraies et ingénieuses qui sont l'âme de la badinerie et de l'engouement et sans lesquelles toute composition languit. Aussi La Fontaine avait-il étudié sérieusement ces deux auteurs dont il avait noté partout les maximes de morale ou de politique qu'il a semées dans ses fables. C'est ce qu'a remarqué l'un de ses successeurs à l'Académie sur les exemplaires de Pluton et Plutarque qui avaient appartenu à La Fontaine. Dès lors, livré aux lettres et d'un caractère aussi libre qu'indépendant, il s'abandonnait tout entier à son goût et à son penchant, sans se ressentir des distractions de son état et de son engagement, lorsqu'une petite aventure parut troubler cette profonde indifférence. Un capitaine de dragons nommé Poignant, retiré à Château-Thierry, vieux militaire et par conséquent homme d'habitude, avait pris en affection la maison de La Fontaine et consommait auprès de sa femme le loisir et l'ennui qui ne savaient où porter. Cet officier n'était rien moins que galant, et son âge autant que son humeur pouvait mettre à l'abri des ombrages un mari même soupçonneux et jaloux. Cependant, soit par malignité, soit pour s'en divertir, on en fit de mauvais rapports à La Fontaine. Son caractère simple et crédule ne lui permit point de rien examiner, de rien approfondir. Il écouta tous les discours, et crut même que son honneur exigeait qu'il se battît avec Poignant. Saisi de cette idée, il part dès le grand matin, arrive chez son homme, l'éveille, le presse de s'habiller et de sortir avec lui. Poignant, surpris de cette saillie, et n'en prévoyant pas le but, le suit. Ils arrivent dans un endroit écarté, hors des portes de la ville. « Je veux me battre avec toi, » lui dit La Fontaine. « On me l'a conseillé. » Et après lui en avoir expliqué les raisons, La Fontaine, sans attendre la réponse de Poignant, met l'épée à la main et le force d'en faire de même. Le combat ne fut pas long. Poignant, sans abuser des avantages que l'exercice des armes pouvait lui avoir donnés sur son adversaire, lui fit sauter d'un coup l'épée de la main et en même temps sentir le ridicule de son cartel. Cette satisfaction parut suffisante à La Fontaine. Poignant le ramena chez lui où ils achevèrent, en déjeunant, de s'entendre mieux et de se réconcilier. Les ouvrages de La Fontaine acquéraient déjà de la célébrité lorsque la fameuse duchesse de Bouillon, nièce du cardinal Mazarin, fut exilée à Château-Thierry. Elle joignit à l'assemblage heureux des grâces de son sexe un esprit badin, délicat, enjoué et cultivé. Curieuse des talents, surtout éprise de goût pour le genre d'écrire qu'avait embrassé La Fontaine, elle s'empressa de le connaître et de l'accueillir. Le poète ne fut pas insensible à ses avances. Il lui fit assidûment sa cour
Et le désir de lui plaire, échauffé par les charmes de la duchesse, lui inspira cette gaieté libre et badine à laquelle on prétend que nous devons les plus aimables de ses contes. Lorsque madame la duchesse de Bouillon fut rappelée de son exil, elle emmena La Fontaine à Paris. Cette ville fameuse qui rassemble tant de beaux esprits, où les talents se développent et se communiquent une chaleur réciproque, où le vrai mérite peut briller de tout son éclat, cette capitale, dis-je, avait de puissants attraits pour La Fontaine. Aussi ne laissait-il échapper aucune des occasions qui pouvaient l'y conduire. C'était ordinairement lorsqu'il était excédé des humeurs de sa femme. Alors, sans aigreur, sans reproche, il partait et restait à Paris autant que ses facultés pouvaient le lui permettre. Mais son peu d'arrangement dans ses affaires domestiques et la mauvaise économie de sa femme ne lui permettaient pas souvent d'y faire un long séjour. L'un et l'autre semblaient d'accord pour dissiper un patrimoine honnête et suffisant pour leurs conditions, et c'est peut-être le seul cas où ses époux aient marqué le plus d'intelligence. À son arrivée à Paris, La Fontaine y fit rencontre d'un de ses parents nommé Jeannard, favori de M. Fouquet, surintendant des finances, et pour lors dans la plus grande faveur. La Fontaine profita de cette rencontre et de l'accès que sa réputation déjà répandue pouvait lui donner auprès de ce ministre. Il lui fut présenté, il lui plut, et pour rendre sa situation plus aisée, M. Fouquet lui fit une pension. La reconnaissance que La Fontaine conserva de ce bienfait est consacrée par différentes pièces de vers insérées dans l'édition de ses œuvres posthumes. Il eut la généreuse hardiesse de faire éclater ses plaintes et ses regrets sur la disgrâce de ce ministre, arrivé en 1661, dans un temps où la colère du roi et la prévention du public ne permettaient guère une franchise si courageuse. Quant à Jeannard, qui fut enveloppé dans la disgrâce de son maître, La Fontaine, incapable d'abandonner son ami, le suivit dans son exil à Limoges. À son retour de Limoges, d'où Jeannard fut bientôt rappelé, La Fontaine fut gratifié d'une charge de gentilhomme chez la célèbre Henriette d'Angleterre, première femme de monsieur. Mais il ne jouit pas longtemps de cette position brillante, ni des espérances de fortune qu'elle pouvait lui promettre. La mort précipitée de cette princesse les fit presque aussitôt s'évanouir. Cependant, ses poésies lui avaient acquis de puissants et généreux protecteurs, à la tête desquels étaient monsieur le prince de Conti, monsieur de Vendôme, mesdames de Bouillon et de Mazarin. Madame de la Sablière, surtout, femme d'esprit et d'un mérite rare, le rechercha plus particulièrement encore. Elle connaissait l'indifférence de La Fontaine, non seulement sur ce qui pouvait concerner en gros sa fortune, mais encore sur tous les menus détails de son entretien personnel. Elle eut la générosité de l'attirer chez elle et de le dispenser des soins qu'il était incapable de prendre. La Fontaine jusque-là ne s'était soutenue à Paris que par les bienfaits des protecteurs dont je viens de parler. Mais ces secours, comme on le sent, venaient de loin en loin et n'avaient rien de réglé. Il n'était pas homme à calculer ses besoins. Aussi se trouvait-il souvent dans l'embarras. Il n'en était pas plus ému, et lorsque les ressources lui manquaient, il s'en allait à Château-Thierry vendre quelques portions d'héritage qu'il revenait aussitôt dissiper à Paris, sans prévoir la nécessité future ni s'inquiéter de la diminution visible de son patrimoine. Chez madame de la Sablière, il profita de la compagnie et des entretiens de Bernier, dont il prit de bonnes leçons de physique. Son dévouement aux lettres le rendait jaloux de l'amitié de tous les grands hommes de son siècle. Il les connaissait, il les recherchait avec empressement, et saisissait toutes les occasions de s'instruire, soit par leur conversation, soit en participant à leur étude et à leur connaissance. Ils visitaient souvent Racine. Ils faisaient ensemble de fréquentes lectures d'Homère et des autres poètes grecs, dans la version latine, car La Fontaine n'entendait point leur langue. Tous les deux, à portée de sentir et de connaître les beaux morceaux qu'ils rencontraient, ils les examinaient, se communiquaient leurs remarques et leurs réflexions. La Fontaine, surtout, s'affectionnait singulièrement des beaux traits qui l'avaient une fois frappé. Son âme alors se remplissait d'une espèce d'enthousiasme qui, pendant plusieurs jours, s'emparait de son esprit au point de lui ôter la liberté de s'occuper de tout autre objet. Il y rêvait sans cesse, il en parlait de même. C'est ainsi, rapporte-t-on, que s'étant un jour laissé conduire à Ténèbres par Racine, et que, s'ennuyant de la longueur de l'office, il se mit à lire dans un volume de la Bible qui contenait les petits prophètes. Il était tombé par hasard sur la prière des Juifs dans Baruch, lorsque, se retournant tout à coup vers Racine, « Qui était ce Baruch ?» lui dit-il. « Savez-vous que c'est un beau génie ?»
Pendant plusieurs jours, il fut continuellement occupé de Baruch et ne se lassait point de demander à tous ceux qu'il rencontrait « Avez-vous lu Baruch ?» C'était un grand génie. Ce trait qui, dans tout autre, indiquerait une sotte surprise, caractérise la préoccupation naturelle dont l'esprit de La Fontaine était susceptible et la forte impression qu'il recevait des objets sur lesquels il avait une fois fixé son attention. Mais ce qu'il y a de surprenant, c'est que ce même homme, si négligent dans ses affaires et dans ses dehors, si incapable de tout soin de fortune, de toute vue politique, était d'un conseil excellent et sûr pour tous ceux qui, dans quelques situations difficiles, venaient lui confier leurs peines. Insensible pour tout ce qui le regardait, il s'attendrissait à la vue des malheureux. Il adoptait, pour ainsi dire, l'état et l'embarras de ceux qui étaient dans l'infortune ou dans l'incertitude inquiète de la conduite qu'ils devaient tenir, en certains cas, qui pouvaient décider de leur sort. Il trouvait des expédients heureux et leur donnait les meilleurs conseils. C'étaient les seules occasions où l'on peut dire qu'il sortait de lui-même. Toujours plongé dans quelque méditation où il était comme absorbé, on le voyait dans une distraction prodigieuse, ne sachant souvent ni ce qu'on disait dans une conversation, ni ce qu'il y disait lui-même, à moins qu'il ne se trouvât familièrement à table avec des personnes de sa connaissance et qu'on y traitât quelque sujet agréable de son goût. Alors sa contenance et les traits de sa physionomie, qui, dans toute autre occasion, n'annonçaient rien moins qu'un homme d'esprit, se paraient des grâces de son génie, ses yeux s'animaient, parlaient le langage de ses idées. Il disait tout ce qu'il voulait et le disait si bien qu'il enchantait les oreilles les plus délicates. C'est à ces instants agréables, dont il ne s'est jamais aperçu lui-même, qu'il devait l'empressement qu'ont eu les personnes les plus distinguées de la cour et de la ville de jouir de sa conversation et de l'admettre à leur table. Mais l'on doit bien s'apercevoir, par ce que j'ai déjà tracé de son caractère, qu'il ne donnait pas indifféremment partout la même satisfaction ni le même plaisir. Témoin l'aventure rapportée par Vignol de Marville. 3 de complot, dit-il, par le moyen d'un 4e qui avait quelque habitude auprès de cet homme rare, nous l'attirâmes dans un petit coin de la ville à une maison consacrée aux muses, où nous lui donnâmes un repas pour avoir le plaisir de jouir de son agréable entretien. Il ne se fit point prier. Il vint un point nommé sur le midi, la compagnie était bonne, la table propre et délicate, et le buffet bien garni. Point de compliment d'entrée, point de façon, nulle grimace, nulle contrainte. La Fontaine garda un profond silence. On ne s'en étonna point parce qu'il avait autre chose à faire qu'à parler. Il mangea comme 4 et but de même. Le repas fini, on commença à souhaiter qu'il parlât, mais il s'endormit. Après 3/4 d'heure de sommeil, il revint à lui. Il voulait s'excuser sur ce qui l'avait fatigué. On lui dit que cela ne demandait point d'excuses, que tout ce qu'il faisait était bien fait. On s'approcha de lui, on voulut le mettre en humeur et l'obliger à laisser voir son esprit. Mais son esprit ne parut point. Il était allé je ne sais où, et peut-être alors animait-il ou une grenouille dans les marais, ou une cigale dans les prés, ou un renard dans sa tanière. Car durant tout le temps que La Fontaine demeura avec nous, il ne nous sembla être qu'une machine sans âme. On le jeta dans sa carrosse, où nous lui dîmes adieu, pour toujours. Jamais gens ne furent plus surpris, et nous nous disions les uns aux autres « Comment se peut-il faire qu'un homme qui a su rendre spirituels les plus grossières bêtes du monde, et les faire parler le plus joli langage qu'on ait jamais ouï, ait une conversation si sèche, et ne puisse pour un quart d'heure faire venir son esprit sur ses lèvres et nous avertir qu'il est là ?» Une autre fois, étant invité à dîner dans un de ces endroits où le maître de la maison présente un homme d'esprit aux convives comme un des mets de sa table, il mangea beaucoup et ne dit mot. Comme il se retirait de table de fort bonne heure, sous prétexte de se rendre à l'académie, on lui présenta qu'il avait très peu de chemin à faire. « Je prendrai le plus long, répondit La Fontaine. Et le voilà parti. Il s'avisait rarement d'entamer la conversation. Et comme il était presque toujours préoccupé, il y plaçait souvent des idées ou des réflexions bizarres et singulières, auxquelles on ne s'attendait guère. Il était un jour chez M. Despréaux, avec plusieurs personnes d'une érudition distinguée, Racine entre autres, et Boileau le docteur. On y parlait depuis longtemps de Saint-Augustin et de ses ouvrages. Mais La Fontaine, tranquille et silencieux, n'avait point encore pris part à cette conversation, lorsque, s'éveillant tout à coup au nom de Saint-Augustin, « Croyez-vous, s'écria-t-il en s'adressant à l'abbé Boileau, que Saint-Augustin eut plus d'esprit que Rabelais ?
Le docteur interdit de la question et le parcourant des yeux avec surprise. « Prenez garde, répondit-il, monsieur de La Fontaine, vous avez un de vos bas à l'envers. » Ce qui était vrai. Le bruit ni les discours ne pouvaient troubler la léthargie apparente de ses méditations. Il était aussi difficile de l'en retirer que d'interrompre dans sa conversation le fil des idées dont il était une fois animé. Dans un repas qu'il fit avec Molière et Despréaux, où l'on disputait sur le genre dramatique, il se mit à condamner les apartés. Rien, disait-il, n'est plus contraire au bon sens. Quoi, le parterre entendra ce qu'un acteur n'entend pas, quoiqu'il soit à côté de celui qui parle. Comme il s'échauffait en soutenant son sentiment de façon qu'il n'était pas possible de l'interrompre et de lui faire entendre un mot, « Il faut, disait Despréaux à haute voix tandis qu'il parlait, il faut que La Fontaine soit un grand coquin, un grand maraud. » Il répétait continuellement les mêmes paroles, sans que La Fontaine cessât de disserter. Enfin, l'on éclata de rire. Sur quoi, revenant à lui comme d'un rêve interrompu, « De quoi riez-vous donc ?» demanda-t-il. « Comment ?» lui répondit Despréaux. « Je m'épuise à vous injurier fort haut, et vous ne m'entendez point, quoique je sois si près de vous que je vous touche. Et vous êtes surpris qu'un acteur sur le théâtre n'entende point un aparté qu'un autre acteur dit à côté de lui. » C'était ainsi que Racine et Despréaux, avec lesquels il était extrêmement lié, s'amusaient quelquefois à ses dépens. Aussi l'appelait-il le bonhomme, quoiqu'ils connussent bien d'ailleurs tout ce qu'il valait. Une fois, entre autres, qu'ils étaient à souper chez Molière avec des Coteaux, célèbres joueurs de flûte, La Fontaine y parut plus rêveur et plus concentré en lui-même qu'à l'ordinaire. Pour le tirer de sa distraction, Despréaux et Racine, qui étaient naturellement portés à la raillerie, se mirent à l'agacer par différents traits plus vifs et plus piquants les uns que les autres. Mais La Fontaine ne s'en déconcerta point. Ils avaient cependant poussé si loin la raillerie que Molière, touché de la patience et de la douceur de La Fontaine, ne put s'empêcher d'en être piqué pour lui et de dire à Descoteaux, en le tirant à part au sortir de la table, « Nos beaux esprits ont beau se trémousser, ils n'effaceront pas le bonhomme. » L'amour des lettres est souvent un vainqueur impérieux qui domine sur les sentiments les plus naturels. Lorsque l'esprit est une fois livré à cet amour, les autres facultés de l'âme, languissantes, semblent être arrêtées à ce charme puissant et devenir indifférentes pour les objets extérieurs. La Fontaine, saisie par cet enchantement, était non seulement incapable des conversations ordinaires, ainsi que le grand Corneille, la Bruyère, Rousseau, Malebranche, etc., mais son indifférence allait jusqu'à l'oubli de lui-même et des objets qui le regardaient de plus près. Il eut un fils en 1660 qu'il garda fort peu de temps auprès de lui. M. de Harlay, depuis premier président, l'avait adopté et s'était chargé de son éducation et de sa fortune. Il y avait déjà plusieurs années que La Fontaine l'avait perdu de vue lorsqu'on les fit rencontrer dans une maison où l'on voulait jouir du plaisir de la surprise du père. La Fontaine, en effet, ne se douta point que ce fût son fils. Il l'entendit parler et témoigna à la compagnie qu'il lui trouvait de l'esprit et de très bonnes dispositions. L'on saisit ce moment pour lui dire que c'était son fils. Mais sans en être plus ému, « Ah !» répondit-il, « j'en suis bien aise. » Tous les endroits lui étaient bons et indifférents pour travailler. Il n'eut jamais de cabinet particulier ni de bibliothèque. La vaine recherche des commodités, la manie de certains arrangements, la symétrie étudiée des ornements, la composition et le choix d'un appartement, toutes ces choses devenues souvent l'inquiétude et le tourment de quelques personnes d'esprit, ne vinrent jamais piquer son goût ni troubler sa tête. La seule décoration qui lui vint en fantaisie fut celle d'environner l'intérieur d'un cabinet de toutes les figures, en plâtre et en terre cuite, des anciens philosophes qu'il put rassembler ou faire jeter en moule. Cet assemblage le divertissait. Il appelait ce réduit la chambre des philosophes. Le célèbre Lully, natif de Florence, se mit un jour en tête d'avoir un opéra de lui. Il fut le trouver, le cajola, et le berça si bien des promesses les plus flatteuses qu'il parvint à son but. Lully était ardent, impatient, et son activité ne permit point à La Fontaine de s'endormir. Il l'obsédait sans cesse, soit par des dispositions toujours nouvelles de quelques scènes, soit pour les allongements ou les raccourcissements de certains vers, soit enfin pour des changements qui variaient chaque jour au gré de ses caprices. Cet ouvrage était enfin terminé lorsqu'au bout de 4 mois de persécution, Lully, sans mot dire, abandonna La Fontaine et son opéra pour adopter celui d'Alceste de Quinault,
qu'il mit en musique et qui fut joué à Saint-Germain devant la cour. La Fontaine, aussi sensible à la perte de son temps et de son loisir qu'au mépris du musicien, ne put se refuser à l'indignation qu'inspira ce procédé à tous ses amis. C'est à leur sollicitation qu'il composa le morceau plein de sel, intitulé Le Florentin, qu'on trouve dans ses œuvres posthumes. Incapable de haine ou de conserver longtemps le ressentiment des injures, il ne tarda pas à être fâché d'avoir écrit contre Lully. C'est le seul ressentiment qu'il eut dans sa vie. Son humeur tranquille et débonnaire le rendait insensible à toutes les petites délicatesses qui heurtent la vanité et qui blessent l'amour-propre de la plupart des hommes. On eût dit qu'il était incapable de sentir même la raillerie piquante. On en a déjà vu quelques exemples. Aussi ses amis avaient-ils le droit de lui faire ou de lui dire tout ce qu'ils voulaient. Jamais il ne s'en fâchait. Il souffrait aisément leur mauvaise humeur et ne leur tenait que des propos obligeants, même dans les occasions où la patience peut échapper aux plus modérés. Le peu d'estime qu'il avait de lui-même, son humilité naturelle, capable de faire honneur à la dévotion et à la piété même qu'il n'avait pas, lui dérobait la connaissance de son mérite et de la sublimité de son talent. Ses productions étaient le fruit d'un génie aisé. Elles coulaient tellement de sources et lui coûtaient si peu d'efforts qu'il ne faisait pas plus d'attention à ce qu'elles valaient qu'il en faisait à ce qui le regardait lui-même. Personne n'ignora plus que lui l'estime dont il était digne. Aussi était-il de tous les hommes le moins propre à faire remarquer qu'il la méritait. Il regardait l'industrie qu'il eût fallu pour cela comme une peine ou comme un soin qui ne le concernait pas et qui n'était que l'affaire des autres. C'était en vain qu'à table ou dans un cercle on aurait attendu de lui quelques propos, quelques récits qui répondît à la licence répandue dans une bonne partie de ses ouvrages. Personne n'était ni plus retenu devant les femmes qu'il aimait et qu'il respectait beaucoup, ni plus réservé et plus circonspect dans les conversations même les plus familières et les plus libres. Lorsqu'il était obligé d'aller dans quelque compagnie où l'on exigeait le récit de quelque fable ou de quelque conte, il s'en excusait modestement sur son incapacité à les bien rendre et sur son défaut de mémoire. S'il était davantage pressé, il présentait à sa place, dit-on, un nommé Gache, qu'il menait souvent avec lui et qui, prenant aussitôt la parole, s'acquittait très bien de ces sortes de commissions. Personne ne fut si simple et si naïf dans son air, dans ses manières et dans toutes ses actions. À le voir agir, à observer la singularité de ses surprises, on l'eût pris pour l'homme du monde le plus neuf ou le plus incapable de sentiment. Ce caractère d'une ingénuité qui tenait de l'enfance, ayant passé de sa plus tendre jeunesse dans son âge le plus mûr, pouvait le faire regarder par ceux qui ne le connaissaient pas comme une espèce d'automate. C'est en badinant sur l'impression naturelle qui en résultait de son extérieur et de ses mœurs que madame de la Sablière dit un jour, après avoir congédié tous ses domestiques à la fois, « Je n'ai gardé avec moi que mes 3 animaux, mon chien, mon chat et mon La Fontaine. » Lorsqu'il publia son livre des amours de Psyché et de Cupidon, la malignité de quelques courtisans voulut insinuer à plusieurs personnes qu'il avait eu en vue certains amours de Louis XIV. L'on crut y découvrir des traits de plaisanterie et de satire qui, sans être même voilés par la fiction, s'appliquaient directement à ce monarque. Le goût de ces commentaires et la fausse clé de cette prétendue énigme commençaient à s'accréditer lorsque La Fontaine, qui ne s'apercevait de rien et qui n'avait eu aucune mauvaise intention, fut tout à coup effrayé par les avertissements de ses amis et par la conséquence de ses bruits. Il courut faire part de ses craintes au duc de Saint-Aignan, l'un des favoris de Louis XIV, qui, sans adopter entièrement ses excuses, en eut cependant compassion et promit de le tirer d'affaire. « Faites relier, lui dit ce seigneur, un exemplaire de cet ouvrage. Je vous introduirai chez le roi dans le moment qu'il sera le plus environné de courtisans. Vous lui présenterez vous-même votre livre, et soyez persuadé qu'après cette démarche, il n'y aura plus d'interprétation. » Ce projet eut le succès qu'on en attendait. Chacun se tut, et La Fontaine reprit sa tranquillité ordinaire. La mort de M. Colbert, arrivée en 1683, laissa une place vacante à l'Académie française, pour laquelle La Fontaine et Despréaux furent en concurrence. Ces 2 grands poètes avaient également le droit de se mettre sur les rangs, mais la licence répandue dans les ouvrages de notre auteur révélait dans cette compagnie une délicatesse qui semblait ne pas devoir lui être favorable. Cependant, La Fontaine, que la plupart des académiciens désiraient pour confrère, à cause de son rare génie et de sa grande réputation, eut 16 voix contre 7.
Mais Despréaux était plus connu à la cour. Louis XIV même l'honorait d'une bienveillance particulière. Son parti se hâta d'intéresser la religion du roi, et les ordres qu'on en attendait pour la réception de La Fontaine demeurèrent suspendus. Dans cet intervalle, il parut sentir l'aiguillon de la gloire qu'il avait jusqu'alors regardé avec trop d'indifférence. Ses amis vinrent l'exciter et le tirer de son inaction habituelle. Il se donna des mouvements et présenta au roi une ballade dont l'envoi est ajusté aux circonstances dans lesquelles se trouvait La Fontaine. Il y sollicite en sa faveur et tire parti du refrain qui sert en même temps à célébrer la gloire du monarque. Il prit fort à cœur le succès de cette affaire, et c'est le seul trait d'ambition qu'on puisse remarquer dans le cours de sa vie. Cependant, 6 mois s'étaient écoulés sans décision de la part du roi, lorsqu'une autre place vint à vaquer à l'Académie par la mort de M. de Bezon. Despréaux y fut élu. Ce fut alors que Louis XIV, mieux disposé en faveur de Despréaux, mais qui s'était fait une loi de ne jamais prévenir les suffrages de l'Académie, expliqua ainsi aux députés qui venaient lui rendre compte de cette seconde élection: « Le choix qu'on a fait de M. Despréaux m'est très agréable et sera généralement approuvé. Vous pouvez, ajouta-t-il, recevoir incessamment La Fontaine. Il a promis d'être sage. » L'Académie reçut avec joie cette approbation, et sans attendre la réception de Despréaux qui se trouvait en Flandre avec le roi, et qui eût été faite le même jour, elle se hâta de procéder à celle de La Fontaine, qui se fit le 2 mai 1684. Cet empressement et la haute opinion qu'on avait de ses talents furent manifestés publiquement dans cette assemblée par M. l'abbé de la Chambre, qui était alors directeur. Il prit la parole et s'adressant à La Fontaine: « L'Académie, dit-il, reconnaît en vous, monsieur, un de ces excellents ouvriers, un de ces fameux artisans de la belle gloire qui la va soulager dans les travaux qu'elle a entrepris pour l'ornement de la France et pour perpétuer la mémoire d'un règne si fécond en merveilles. Elle reconnaît en vous un génie aisé et facile, plein de délicatesse et de naïveté, quelque chose d'original et qui, dans sa simplicité apparente et sous un air négligé, renferme de grands trésors et de grande beauté. » Il fut estimé et chéri de ses confrères, parmi lesquels il parut toujours avec cette candeur et cette bonté de caractère qu'on ne peut se donner, ni même imiter, quand on ne l'a pas. Simple, doux, ingénu, plein de droiture, il n'eut jamais la moindre mésintelligence avec aucun d'eux. Lors même que Furetière se fut rendu indigne de la place qu'il occupait à l'Académie, et qu'il fut question de l'en exclure, La Fontaine ne put se résoudre à concourir à cette flétrissure. Il voulut donc étayer Furetière dans son suffrage. Mais malheureusement, l'une de ses distractions ordinaires le surprit au moment qu'on allait au scrutin pour cette exclusion. Au lieu de placer ses boules comme il le fallait, il mit la noire où devait être la blanche et ajouta une voix à celle qui était déjà contre Furetière, ce que celui-ci ne lui pardonna pas. La Fontaine ne connaissait ni les intrigues ni l'art de briguer les faveurs. Il fuyait la cour, pour laquelle il n'avait pas moins d'éloignement que pour tous ceux auprès desquels il fallait s'assujettir, se contraindre ou se déguiser. Mais il n'est pas moins surprenant qu'il ait échappé seul parmi tous les grands hommes de son temps aux libéralités et aux bienfaits de Louis XIV, auxquels, comme l'observe M. de Voltaire, il avait droit de prétendre, et par son mérite, et par sa pauvreté. Après la mort de Madame de la Sablière, il se trouva réduit dans la situation la plus difficile à supporter. En perdant cet illustre ami, La Fontaine perdit aussi les douceurs de la vie qui lui étaient les plus chères et les plus précieuses. Son repos et sa tranquillité en furent troublés. Il se vit isolé et contraint de pourvoir à ses besoins devenus plus sensibles par l'âge et que l'attention et la générosité de sa bienfaitrice lui avaient laissé ignorer pendant une bonne partie de sa vie. La nécessité, s'il faut le dire, pensa pour lors l'exiler de sa patrie et dérober honteusement à la France l'un des génies qui lui ait fait le plus d'honneur. Il était aussi connu par ses ouvrages en Angleterre qu'estimé par les qualités de son âme. Madame de Bouillon s'y trouvait alors avec Madame de Mazarin, sa sœur. Elles apprirent que La Fontaine ne vivait pas commodément à Paris. Elles voulurent l'attirer à Londres et se joignirent pour cet effet à Madame Harvey, au duc de Devonshire, à Milord Montaigu, à Milord Godolphin, qui, tous ensemble, s'engagèrent à lui assurer une subsistance honorable. Saint-Évremond ne fut pas le dernier à vouloir le séduire.
Il lui écrivit plusieurs lettres, et La Fontaine était ébranlé lorsqu'il fut détourné de ce voyage par les dernières circonstances de sa vie, dont je vais rendre compte. Vers la fin de 1692, il tomba dangereusement malade. Jusqu'alors, il n'avait guère porté sa vue sur le culte ni sur les objets de la religion, et les affaires de son salut avaient été enveloppées dans l'oubli et dans la profonde indifférence qui régnait sur sa vie. La loi naturelle dirigeait son cœur et guidait l'innocence de ses mœurs. Son esprit, ennemi du travail, incapable d'effort ou de contention, de quelque nature qu'elle pût être, ne se donna jamais la peine de suivre longtemps le même objet et encore moins de se porter à la contemplation des choses qui sont hors de la sphère naturelle de l'homme. Le curé de Saint-Roch, informé de la maladie sérieuse de La Fontaine, lui envoya le père Pouget, homme d'esprit, et qui pour lors était vicaire de cette paroisse. Ce prêtre, pour donner à sa visite un air moins sérieux et moins suspect, se fit annoncer de la part de son père, chez qui La Fontaine allait quelquefois, pour s'informer de l'état de sa santé. Pour lui ôter toute méfiance, il se fit accompagner d'un ami commun, qu'il était encore plus particulièrement du malade. Après les politesses d'usage, le père Pouget fit tomber insensiblement la conversation sur la religion et sur les preuves qu'on en tire tant de la raison que des livres saints. Sans se douter du but de ses discours, « Je me suis mis, lui dit La Fontaine avec sa naïveté ordinaire, depuis quelque temps, à lire le Nouveau Testament. Je vous assure, ajouta-t-il, que c'est un fort bon livre. Ah oui, par ma foi, c'est un bon livre. Mais il y a un article sur lequel je ne me suis pas rendu. C'est celui de l'éternité des peines. Je ne comprends pas, dit-il, comment cette éternité peut s'accorder avec la bonté de Dieu. Le père Pouget satisfit à cette objection par les meilleures raisons qu'il put trouver dans ce moment. Et La Fontaine, après plusieurs répliques, fut si content de l'entendre qu'il le pria de revenir. Le père Pouget ne demandait pas mieux. Il partit et laissa l'ami qui l'avait amené. Le but de cette séparation préméditée était d'amener La Fontaine à la confidence de ses sentiments et de ses dispositions présentes. En effet, satisfait de cette visite, il dit à son ami que s'il avait à se confesser, il ne prendrait point d'autre directeur que cet ecclésiastique. Le père Pouget, instruit du succès de sa visite, fut exact, depuis ce temps, à lui en rendre 2 par jour, dans lesquels il ne cessait, en le familiarisant avec ses discours, d'éclaircir ses doutes et de répondre à ses questions avec l'adresse et la sagesse d'un habile homme. Ce n'était au fond ni l'impiété ni l'incrédulité qu'il avait à combattre. La Fontaine, toujours vrai, toujours sincère et rempli de bonne foi, ne cherchait qu'à s'instruire et à se convaincre. Il ne voulait point faire tenir à sa bouche un langage que son cœur ou son esprit démentissent. Je ne rapporterai point les différentes objections qu'il fit ni la manière dont le père Pouget sut y satisfaire. Mais je ne saurais passer sous silence 2 points intéressants sur lesquels La Fontaine eut peine à se rendre. Le premier fut une satisfaction publique sur ses comptes que le directeur exigea de lui. L'autre, la promesse de ne jamais donner au comédien une pièce de théâtre qu'il avait composée depuis peu et dont il avait reçu les applaudissements des connaisseurs et des amis auxquels il l'avait lu. Quoique La Fontaine ne regardât pas ses contes comme un ouvrage irrépréhensible, il ne pouvait cependant imaginer qu'ils fussent capables de produire des effets aussi pernicieux qu'on le prétendait. Il protestait qu'en les écrivant, il n'avait jamais fait de mauvaise impression sur lui, et comme sa manière ordinaire était de juger des autres par lui-même, il attribuait ce qu'on lui disait là-dessus à une trop grande délicatesse. C'est ainsi qu'il se défendait contre l'espèce d'amende honorable qu'on exigeait de lui. Mais l'éloquence du père Pouget l'emporta sur ses répugnances. La Fontaine, convaincu, se résigna et consentit à tout ce que ce directeur jugerait nécessaire et convenable dans cette occasion. Quant à la pièce de théâtre, il ne se rendit point avec la même docilité. Les discussions et la controverse entre son ami Racine et M. Nicole sur ce point étaient encore présentes à son esprit. La décision du père Pouget lui parut trop sévère. Il en appela à une consultation en forme de plusieurs docteurs de la Sorbonne. Elle ne lui fut point favorable, et, sans balancer, il jeta sa pièce au feu, sans en retenir de copie. Cet ouvrage est resté perdu, on n'en sait même pas le titre. Parmi tous ces débats et toutes ces exhortations où se trouvait employée tantôt une douce persuasion et tantôt la crainte des peines de l'autre vie,
Je ne dois pas oublier les réflexions de Lagarde de La Fontaine, qui désignent d'une manière aussi naturelle qu'originale les sentiments et l'opinion qu'il inspirait de lui. Eh, ne le tourmentez pas tant, dit-elle un jour avec impatience au père Pouget. Il est plus bête que méchant. Une autre fois, avec un air de compassion, Dieu n'aura jamais, dit-elle, le courage de le damner. Enfin, après plus de 6 semaines de conférences assidues et redoublées, La Fontaine dit une confession générale et reçut le Saint Viatique le 12 février 1693 avec des sentiments dignes de la candeur de son âme et des vertus du meilleur chrétien. C'est dans ce moment qu'avec une présence d'esprit admirable et dans les meilleurs termes, qu'il détesta ses comptes en présence des messieurs de l'Académie. Il les avait fait prier de se rendre chez lui par député pour être les témoins publics de son repentir, de ses dispositions et de la protestation authentique qu'il fit de n'employer ses talents à l'avenir, s'il recouvrait sa santé, qu'à des sujets de piété. Il tint exactement parole. Il revint de cette maladie, et la première fois qu'il put assister à l'Académie, il y renouvela la protestation qu'il avait faite devant les députés et fit lecture dans l'Assemblée d'une paraphrase en vers français de la prose des morts, Dies Irae. Il l'avait composée pour s'entretenir de la pensée de la mort et pour se pénétrer des vérités les plus terribles de la religion. Le jour qu'il reçut le Saint Viatique, monsieur le duc de Bourgogne, qui n'avait encore atteint que sa 11e année, fit une action digne du sang des Bourbons. De son pur mouvement, et sans y être porté par aucun conseil, il envoya un gentilhomme à La Fontaine pour s'informer de l'état de sa santé et pour lui présenter, de sa part, une bourse de 50 louis d'or. Il lui fit dire en même temps qu'il aurait souhaité d'en avoir davantage, mais que c'était tout ce qui lui restait du mois courant, de ce que le roi lui avait fait donner pour ses menus plaisirs. Ce prince, dans qui l'Europe voyait de si bonne heure germer les vertus et les sentiments dignes de la grandeur de son rang, se mit dès ce temps à la tête des bienfaiteurs de La Fontaine, et par ses largesses écarta la nécessité qui, comme nous l'avons vu plus haut, allait bientôt livrer La Fontaine à l'ambitieuse rivalité d'une nation qui nous dispute la gloire de soutenir le mérite et de récompenser les talents. Après sa maladie, La Fontaine fut invité par madame d'Hervart, qu'il aimait beaucoup, à venir loger chez elle. Il accepta cette offre et retrouva dans cet asile les douceurs et les attentions que madame de la Sablière avait eues autrefois pour lui. Il se mit alors à traduire en vers les hymnes de l'Église. Mais il n'avança pas beaucoup dans ce nouveau genre de travail. Il l'avait entrepris trop tard pour être secondé de ce feu poétique qui l'avait autrefois animé et qui se trouvait alors éteint et dissipé par l'âge, la maladie, le régime et par les austérités qu'il pratiquait dans sa pénitence. Il vécut encore 2 ans dans cette langueur, et plus il sentait diminuer ses forces, plus il redoublait de ferveur. Il mourut le 13 mars 1695, âgé de 73 ans, 8 mois, 5 jours, et fut enterré dans le cimetière de Saint-Joseph, au même endroit où l'on avait placé le corps de son ami Molière, 22 ans auparavant. Lorsqu'on le déshabilla pour le mettre au lit de la mort, il se trouva couvert d'un cilice. Il me reste un mot à dire de ses compositions et à caractériser plus particulièrement son génie. Il ne connut jamais d'effort ni de contrainte dans ses ouvrages. L'indépendance de son esprit fut égale à celle de sa vie, et l'amour de la liberté fut le guide de sa plume et de ses productions, comme il était de son goût et de ses inclinations. C'est cette aisance et cette facilité d'écrire qui le faisait ingénieusement appeler par madame de Bouillon un fablier, pour dire que ses fables étaient une production naturelle des idées qui se trouvaient toutes arrangées dans sa tête. Le soin de les en retirer fut tout son travail, ou pour mieux dire, fut l'ouvrage de la douce et tranquille rêverie dont il s'occupait. Aussi ne fit-il pas plus de cas de ces mêmes ouvrages que de la peine qu'ils lui coûtaient. C'est ainsi qu'il appréciait modestement l'un et l'autre dans l'épitaphe qu'il sait composer lui-même. Jean s'en alla comme il était venu, mangeant son fond après son revenu, et crut les biens chose peu nécessaire, quant à son temps, bien sut le dépenser, 2 parts en fit, dont il voulait passer l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Ces expressions délicates, enjouées et naïves furent des copies fidèles de la belle nature dont le goût, de concert avec l'esprit, lui firent partout les nuances et les traits. C'est ainsi qu'en remaniant les ouvrages des anciens, il se les est rendus propres,
et leur a prêté une tournure et des grâces qu'ils n'avaient point. Aussi sage, aussi sensé qu'Ésope, il l'a surpassé, autant par la justesse des applications que par l'élégance et la précision. Plus vif, plus rempli d'intérêt et de chaleur que Phèdre, il l'a laissé derrière lui et s'est ouvert, dans ses fables, une carrière toute neuve, toute parsemée de fleurs et d'agréments piquants. Aussi peut-on dire qu'il est parvenu au plus haut point de perfection où l'on puisse atteindre dans ce genre. Ces contes, quoique d'une moindre perfection, sont des chefs-d'œuvre d'une autre espèce qui, dans le genre naïf, serviront toujours de modèle pour la narration. L'intérêt l'assaillit, toujours à côté du simple et du naturel, y charme l'esprit et surprennent l'imagination d'une manière agréable et séduisante. Lorsque La Fontaine raconte, l'on oublie qu'on lit une fiction, on s'oublie soi-même. Et livré à une espèce d'enchantement, l'on croit entendre et voir tout ce que l'on lit. S'il change de style et qu'il adresse quelquefois la parole aux dames dans ses vers, quelle élégance, quelle finesse dans ses compliments, quelle tournure délicate et galante dans ses louanges. À travers tous ces avantages, cet excellent auteur n'a pas mis la dernière main à toutes ses pièces. Libre en écrivant comme en toute chose, son indolence et sa paresse se manifestent quelquefois par des constructions vicieuses ou par des défauts de langage. Mais partout où l'on puisse s'arrêter à critiquer ces petites fautes, on aperçoit toujours l'homme de génie et le grand écrivain. S'il pouvait être soupçonné de malice ou de quelque adresse recherchée, l'on dirait même que ces négligences, dans la place qu'elles occupent, sont souvent l'effet de l'art, tant elles sont imperceptibles et réparées par les choses qui les précèdent ou qui les accompagnent. Mais il ne pouvait se gêner comme nous l'avons observé. Il suivait son humour et sa fantaisie, et parcourant tantôt un sujet et tantôt un autre, il se livrait à différents genres, ce qui lui a fait quelquefois négliger la correction dans ses poésies. Cette légèreté d'humeur dont il se divertissait lui-même mettait fort en colère madame de Sévigné, qui dans une de ses lettres dit d'un air piqué « Je voudrais faire une fable qui lui fit entendre combien cela est misérable de forcer son esprit à sortir de son genre, et combien la folie de vouloir chanter sur tous les tons fait une mauvaise musique. » En ceci, cependant, La Fontaine, loin de forcer son esprit, ne suivait que son caprice et son inconstance. C'est ainsi qu'il s'en explique lui-même dans un discours à madame de la Sablière. Papillon du Parnasse et semblable aux abeilles, à qui le bon Platon compare nos merveilles, je suis chose légère et vole à tout sujet. Je vais de fleur en fleur et d'objet en objet. À beaucoup de plaisir, je mêle un peu de gloire. J'irai plus haut peut-être, au temple de mémoire, si dans un genre seul j'avais usé mes jours. Mais quoi? Je suis volage, en vers comme en amour. D'après un texte de Charles Nodier, chapitre Vie de La Fontaine, extrait du livre Fables de La Fontaine, tome 1er, 1818.